d'avoir répondu à mon invitation. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Et au nom de l'association Nice Ouest Nippon, je vous souhaite la bienvenue à l'EDEC sur son campus. Je suis une nouvelle fois très heureux de constater que vous portez un véritable intérêt pour ces conférences. C'est toujours évidemment plus qu'essentiel qui fait vivre l'association et qui lui permet de se fixer des objectifs de plus en plus haut à chaque événement. Je voudrais avant toute chose commencer par remercier une personne ce soir pour sa présence, M. Bernard Curzi, directeur de l'ESTEM. Un grand merci plus évident à l'ensemble de mes partenaires, la Société de mobilier contemporain Loft et son directeur, M. Alexandre Curté, la Banque Populaire et son directeur de la communication, M. Jean-Pierre Fouchy, la Société Zenka et son directeur, M. Christophe Rosat, qui transportent nos conférenciers, bien évidemment, l'ensemble des équipes de l'EDEC, de RED et leur institution. Avant de démarrer officiellement cette conférence, j'aimerais témoigner de l'intérêt qu'a pu porter M. Louvain envers l'association, ses étudiants, et surtout la volonté de discuter avec vous. Après avoir organisé plusieurs conférences, je peux officiellement vous dire que parmi les différentes personnalités que nous avons reçues, celle qui s'est rendue le plus disponible, qui a manifesté le plus d'intérêt pour nos objectifs, c'est Gérard Louvain. Et pour cela, j'aimerais s'il vous plaît qu'on l'applaudisse. Ce soir, je vous le rappelle, vous aurez la parole durant la troisième partie de cette conférence, pendant environ une demi-heure, où vous pourrez justement poser directement vos questions à Gérard Louvain, que ce soit sur le thème de cette conférence, médias et entreprises, ou sur le sujet. Si nous avons choisi ce soir comme thème principal médias et entreprises, pour profiter du double profil et donc de la double compétence de notre intervenant, d'abord entrepreneur, créateur de société, de concepts, puis homme des médias. Nous nous efforcerons à travers ce thème d'évoquer les clés de la réussite pour entreprendre aujourd'hui et évidemment comment mieux manager et diriger sa société. Après avoir reçu Philippe Bouvard, fine lame de la République, Axel Kahn, ancien directeur de l'Université Paris 4, médecin, chercheur et même marcheur, nous l'avons vu, Eric Woerth, fin politicien et spécialiste des questions financières, nous recevons ce soir l'un des plus grands producteurs français. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le challengeant M. Gérard Louvain. Bonsoir, c'est intéressant. Et bien que sur son campus de Nice, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très touchés. Peut-être avant de commencer, dire quelques mots. Pourquoi avoir accepté de venir gentiment? Non, alors je ne suis pas, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas conférencier. Je n'ai pas de tableau, je n'ai pas des graphiques. Je suis là surtout pour essayer de. Je fais ça de temps en temps, je fais ça à Paris, c'est la première fois que je sors de chez moi, je prends l'avion, je viens à Nice. Et je suis là surtout pour répondre à vos questions, pour savoir un peu. Bon, la vie est difficile, la vie du moi, mon départ, j'ai le certificat d'études. Alors, d'être ici, je suis très impressionné parce que là, j'ai des gens qui sont bac, enfin, que vous allez vers le commerce. Je me suis renseigné un peu pour savoir vers quelle direction vous voulez aller. Moi, j'ai mon certificat d'études, j'ai été cuisinier, j'étais chanteur de bal, de ringard, et j'ai quand même pas trop mal réussi parce que je peux répondre à beaucoup de vos questions, parce que je disais tout à l'heure, si on me demande pose-moi la question, je me la pose, quelle est votre plus grosse fierté dans la vie? C'est qu'en une journée, quand j'ai réussi que vers 35-36 ans, c'est important, on y viendra tout à l'heure, et dans une journée, je faisais de la restauration, parce que j'ai un restaurant, je faisais de la musique, parce que j'ai produit beaucoup de disques, je faisais de l'hôtellerie, puisque j'ai un hôtel, de la télévision, du cinéma, puisque j'ai produit 16 films, coproduit 16 films, des comédies musicales, j'oublie quoi, le théâtre, parce que j'ai produit une trentaine de pièces de théâtre, des spectacles comme Béjart, le Mille Marceau, des choses comme ça. Donc mes journées étaient bien remplies, mais encore une fois, ne me posez pas de questions sur la gestion, vous pouvez me poser, mais je suis un très mauvais gestionnaire, parce que je me suis toujours entouré. Moi je suis là surtout pour vous expliquer, essayer de vous éclairer, si vous avez des questions, pour vous aiguiller sur la vie à venir,
Je sais pas, là c'est à vous de me poser des questions. Mais c'est pas moi qui vais vous dire comment réussir. Ça, je vais essayer de vous donner quelques ficelles. Voilà. Les bonnes questions. Alors, pour résumer le programme de cette conférence, elle va se dérouler en 3 parties. Une espèce d'interview sur votre carrière, vos ambitions, l'avenir, tout ce qui peut se passer aujourd'hui et demain. Une deuxième partie centrée sur le sujet de cette conférence, médias et entreprises, aussi large soit-il évidemment. Puis, je l'évoquais tout à l'heure, une demi-heure dédiée aux questions du public, qui sont, j'imagine, portées sur des thèmes divers et variés. 3/4 du soir est représenté par des étudiants de l'EDEC, entre 18 et 26 ans, plein d'ambitions, on n'en doute pas. À cette période de votre vie, Père Lebrun, est-ce que vous saviez déjà qui vous vouliez être? Est-ce que vous avez un programme, un planning tout préparé de votre vie, de votre carrière? J'ai toujours su ce que j'allais faire. Je crois que c'est la chose la plus importante. Une autoroute, quand on veut aller au bout de l'autoroute, j'avais 14-15 ans, je raconte toujours cette histoire, je me faisais des interviews dans la baignoire quand je prenais mon bain en disant alors Gérard Lebrun, vous avez réussi, vous êtes une grande star. Je me voyais assez star. Et je me faisais des interviews, et bizarrement ces interviews, je les ai eues 20 ans après. Et à 15 ans, je voulais absolument, au départ je voulais être comédien, je voulais être animateur de télé, parce que je pensais qu'animateur de télé, tout le monde pouvait être animateur de télé. Et je me suis vite aperçu, parce que j'ai fait des essais, que c'était un vrai métier. Ensuite, il y avait une personne qui est décédée maintenant, mais qui s'appelle Margot Capelier, qui était une grande de casting de cinéma, qui me voyait comme comédien. Donc je me suis vu comédien. Mais je me voyais vraiment dans ce métier. Je me voyais réussir dans ce qui était médias, cinéma, télévision. J'ai essayé de créer des émissions de télé vers 20 ans que je me suis fait piquer. J'ai galéré 14 ans, à peu près. 14 ans. Ouais, 14 ans. Je suis rentré chez Claude François, j'avais 28 ans, ça a été ma plus belle rencontre. J'ai appris mon métier là, de disque, de studio, de rigueur. Ça, c'est très important. Mais je veux dire par là que quand on veut, il faut savoir ce qu'on veut faire. Voilà. Il faut foncer sur l'autoroute et éviter de prendre des chemins de traverse. Dire tiens, je pourrais peut-être faire ça, peut-être faire ça, peut-être faire ça. Il faut mieux galérer 10 ans. J'ai une phrase qui a été reprise par pas mal de monde. J'en suis assez fier parce que je l'ai vu des fois à la télé, en me citant d'ailleurs. Il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Et si vous réfléchissez bien dans notre métier, les gens, il faut 10 ans pour réussir. 10 ans. Et le problème de la génération actuelle, j'en croise beaucoup, c'est comme la vie est difficile, la vie est chère, vous allez vous poser beaucoup plus de questions que j'ai dû m'en poser quand j'avais 20 ans, c'est que la vie étant difficile, je vais perdre le fil de ce que je dis. Je disais quoi, la génération actuelle, voilà, c'est ça. Quand j'embauche quelqu'un, il me dit qu'il faut 1500, il faut 2000 euros. Voilà, il faut 2000 euros. Moi, je lui dis, oui, mais tu sais faire quoi? Bah, rien. Et je lui dis, mais t'es point zéro, parce que je vais t'apprendre ton métier. Donc, moi, j'ai été pendant 10 ans sans rien gagner. Quand je dis sans rien gagner, un sandwich rillettes par jour. Non, mais c'est pas Zola, hein. Mais pas loin. C'est-à-dire que j'ai galéré. Et réfléchissez pendant que je parle aux gens que vous voyez réussir. Quand je parle de réussite, une vraie réussite, ce sont des gens qui galèrent depuis 10 ans. Très souvent, très souvent. Je prends un exemple, je prends n'importe quoi, le chanteur Stromae, par exemple, qui pour moi est une grosse vedette maintenant. C'est un garçon qui a galéré pendant 10 ans. Et les gens qui ne réfléchissent pas se disent ah bah tiens, salut Stromae, je veux être Stromae. Bah oui, tu veux être Stromae, mais il faut que tu galères 6, 7 ans, 8 ans, mais ça fait 8 ans à peu près. Donc pas tout à fait 10 ans, mais pas loin. Donc c'est ça qu'il faut savoir. C'est beaucoup plus dur maintenant, je pense d'ailleurs. Ça dépend du métier qu'on veut faire. En réalité. Aujourd'hui, on peut dire que vous avez réussi et vous avez consacré vos 2 dernières années, voire vos 3 dernières années chez Célum, on touche pas mon poste en tant que chroniqueur. Mais là, c'est anecdotique. Hein. Ouais. Et pourquoi cette tournée vers... Non, mais ça, c'est anecdotique. Moi, j'ai toujours voulu m'amuser. J'ai vendu ma société de TF1 en 95, quand j'avais 9 ans. J'ai vendu par palier, c'est là où j'ai pas été trop mauvais. Je devais m'arrêter en 2003, 2004.
Ils m'ont demandé de faire 1 an de plus pour faire la télé-réalité. J'ai lancé, excusez-moi, le livre de la tentation, une règle de millionnaire, personne n'est parfait. Mais je suis très fier. Donc j'ai lancé ces 2 émissions pour TF1 et après je suis parti. J'ai monté ma société, une autre société, j'ai monté une holding. Et là, quand Monstre Ligné est arrivé, j'ai travaillé avec les 2 plus grands de la télévision. J'ai travaillé avec Patrick Lelay et Étienne Noujotte pendant 17 ans. C'était un vrai bonheur parce que c'était des vrais entrepreneurs. Patrick Lelay était un entrepreneur très strict et très bouygues. Et Étienne Noujotte était un saltimbanque tout en étant journaliste, tout en étant très intelligent. C'est pas pareil avec Nance Palomini, qui est un ami, mais qui sort de DRH, qui n'est pas artiste. Et donc, dès qu'il a eu la place à TF1, il m'a appelé, il m'a dit viens m'aider, j'ai besoin de toi sur le divertissement. Donc, j'ai refait 3 ans à TF1 en tant que conseil. J'ai aidé, je peux dire que j'ai mis en place avec eux The Voice. On a mis en place Danse avec les stars, on a mis en place Baby Boom, on a mis en place quelques émissions. Et après, je m'ennuyais un peu, j'ai dit bon, il m'a demandé de faire 1 an, j'ai fait 2 ans, j'ai fait 3 ans, 3 ans ça a commencé à me gonfler un petit peu. Puis un jour, Hanouna m'appelle, pour me dire est-ce que tu veux me rejoindre? La réalité, elle n'est pas là d'ailleurs. La réalité, il m'appelle, il me dit voilà, je quitte France 4 avec mon émission qui lui appartenait, touche pas mon poste. Et j'ai l'offre de Canal pour D8, j'ai l'offre d'M6 et j'ai l'offre aussi de France 4. Et il me dit qu'est-ce que tu feras à ma place? Je lui dis bouge pas, il faut que tu sois sur TF1, pas TF1 mais TMC ou TF1. Ils m'ont pas senti à TF1, ils m'ont pas suivi, donc il est allé sur D8, je lui ai dit écoute, il ne veut pas, donc il est allé sur D8 et là il me dit est-ce que tu veux me suivre? Et moi dans la tête, je me dis tiens, il me demande à venir travailler avec lui à la production. En fin de compte, je me suis retrouvé à l'antenne. Et j'ai accepté, parce que j'ai dit ça va m'amuser. J'ai été très mauvais pendant 3 semaines, mais très mauvais, puis je le savais. Je rentrais chez moi, miné, je me disais, mais qu'est-ce que t'es mauvais, t'es mauvais, t'es mauvais, t'es mauvais, t'es mauvais, t'es mauvais. Et puis mes amis disent, qu'est-ce que tu fous là-dedans? Pourquoi j'étais mauvais? Parce que j'essayais de ne pas être Gérard Louvain, j'essayais d'être quelqu'un d'autre. J'essayais d'être drôle, j'essayais de... Et là, je me ratais à chaque fois. Et j'ai vite compris que j'ai voulu arrêter. Il m'a dit non, arrête pas, tu vas y arriver. Et là, quand je suis revenu un peu en arrière, parce que j'ai repris un peu l'exemple de Starac, où j'étais le directeur de Starac pendant 4 mois, puis là, je suis passé à l'antenne, le matin, midi et soir. Là, je faisais mon métier de Gérard Louvain, de manager, en réalité. Mais par contre, quand on me disait à 19h40, top à toi, j'avais l'oreillette, je savais que la France entière me regardait, là j'avais un texte, j'avais les évaluations à faire, mais je ne pouvais plus parler, je faisais pipi là, j'étais affolé complètement. Ça, c'est pas mon métier. Donc, quand je me suis retrouvé à l'antenne, c'était pas très bon. Et je me suis affiné, j'ai dit, repense à Starac, reviens, refais du Louvain normal, sois toi-même, et là ça a commencé à marcher. Je sentais, grâce aux réseaux sociaux, que c'était gagné, pas loin. J'ai demandé à arrêter au bout d'1 an, il n'a pas voulu, 2 ans, mais j'ai pas voulu faire la 3e année. C'est pas mon métier. Je suis pas journaliste, je suis pas chroniqueur, je suis pas comique, je suis pas humoriste. J'ai d'autres projets qui m'intéressent un peu plus. Et là aujourd'hui, après Touche pas à mon poste, vous en occupez? Pardon? Après Touche pas à mon poste, il ne mange pas le micro là. Donc, je fais le grand trilogue. Alors vous avez vos ambitions, on va Touche pas à mon poste. Et le voir, on dirait le voir. Non, mais mes ambitions, j'ai pas 40 ans déjà, donc j'en ai moins qu'à 40, à 45, à 50. Je vais savoir mon âge. Disons, j'en ai moins qu'à 55. Et à partir de là, j'ai une pièce, je crois, du théâtre. J'ai la pièce de ma fille qui a démarré il y a 10 jours, qui est formidable et qui pourrait d'ailleurs. J'ai 2 disques en route. Et j'ai un énorme problème. Bon, avec mes associés, j'ai acheté 2 hôtels parce que je suis revenu bizarrement en hôtellerie. J'ai un hôtel au bas de la Fouque en Camargue. Vous notez ce hôtel de bas de la Fouque. Je vous donnerai le téléphone tout à l'heure. Et si vous voulez bien manger, c'est un peu plus loin, c'est à Blois, à côté de Blois, à 11 c'est 2 étoiles Michelin, c'est un relais château. Voilà. Et j'ai l'ambition d'un film, ça c'est un autre truc, un film avec les Américains où je vise carrément. J'ai une vedette comme Jean Pitt. C'est un très très gros projet. Je ne sais pas si ça se fera, ça ne se fera peut-être pas. Mais si ça se fait, je vais comme je disais tout à l'heure, 3/4 des études publiques ce soir apportées par des étudiants. Vous qui incarnez le monde des médias, qui connaissez bien ce milieu, la production, la radio, la télévision, est-ce que vous pensez aujourd'hui, les écoles de commerce, ont leur place
sur ce marché-ci, ou est-ce que, comme en apparence, c'est un milieu qui paraît très fermé et qu'on ne peut pas y rentrer? On peut rentrer partout. Quand on veut, on peut rentrer. C'est dur à dire, mais il y a des gens qui sont sur le terrain depuis l'âge de 14-15 ans et qui peuvent démarrer à faire des cafés, qui n'ont aucune instruction, et qui, pendant que les gens passent des bacs et font des études, apprennent leur métier. Donc, il y a ça. Et moi, c'est un peu ce qui m'arrive. J'ai un énorme regret quand même, c'est de ne pas avoir l'instruction qu'ont certains ici, parce que ça m'aurait énormément servi. J'ai eu du bol, c'est-à-dire je suis sorti un peu, passé entre les gouttes. Je vais raconter tout à l'heure que j'ai quand même rencontré je ne parle pas anglais, très mal. Ça fait 20 ans que j'apprends l'anglais et ça fait 20 ans que j'y arrive pas. Et j'ai eu des profs, j'ai tout fait. Mais j'ai la case langue étrangère qui est fermée, tout le bouquet. Et un jour, Michael Eisner, qui est le grand patron de Disney, demande à voir les 4 plus grands producteurs français tunisiens. Moi, je dis, je n'y vais pas, je ne vais pas y aller parce que je vais être ridicule, je ne parle pas l'anglais. Il dit, non, je veux le voir quand même. Donc, il nous invite, ça c'est très américain, au lieu de nous voir un par un, il nous invite dans un restaurant à Paris. J'arrive au restaurant, je vois 3 autres producteurs. Je dis, je suis mal barré, qui parlaient bien sûr très bien anglais. Et ma chance, c'était de parler l'anglais, parce qu'il m'a mis à côté de lui, mon interprète à droite. Comme je comprends un peu, je ne suis pas complètement idiot, le temps qu'il pose la question et qu'elle me traduit, je réfléchissais un peu à la réponse que je devais faire à l'interprète. Et en partant, je me suis dit, bon, j'ai pas le marché. Je suis mort, j'ai pas le marché. Et j'ai eu le marché. J'ai eu le marché Disney. Et je me suis posé la question après pourquoi, mais il m'a trouvé. En fin de compte, il m'a parlé plus qu'aux autres. Parce que pendant qu'il me parlait, qu'il essayait de me parler à moi, il ne parlait pas aux autres. Et j'ai réussi à le convaincre, et je me suis retrouvé, c'est une expérience que je souhaite à tout le monde, avec lui en hélicoptère. Je suis allé à Marne-la-Vallée, dans un champ de betteraves à l'époque. Et on s'est posé, là, il m'a dit, là, il y aura Cendrillon, là, il y aura ça, il y aura ça. C'est un rêve de Michael Eisner, qui est le grand patron de Disney. Et j'avais des réunions en anglais à Los Angeles et tout. J'étais un peu, c'est là où je veux dire que je regrette, parce que j'étais un peu vénère. Suivre une conversation où il y a 10 Américains, où il y a, à l'époque, il y avait les Européens, il y avait les Anglais, il y avait les Espagnols, il y avait les Allemands, il y avait les Italiens, et il y avait un couillon qui parlait pas anglais, c'était moi. Et j'avais marché, je devais leur expliquer des choses. Alors, j'arrête après, mais c'est là où je n'étais pas trop mauvais. Par exemple, il s'était mis dans la tête de la première pierre de Disney, de construction. Il voulait faire ça au mois d'octobre. À Paris, à Marne-la-Vallée, octobre, vers 20 octobre, je ne sais même pas si c'est pas novembre. Parce qu'il pensait Los Angeles, c'est très beau. Et là, il voulait faire venir la reine d'Angleterre, le roi d'Espagne, Michael Jackson, le premier ministre italien, le président français. Et là, avec mon anglais, je dis The big problem in October, sing the rain. Et là, il dit What? Je dis c'est ça. Et là, l'interprète dit attendez, je vais leur expliquer quand même. Je dis dites-leur qu'au mois d'octobre, quand même, on va avoir les pieds dans la boue. Et on ne l'a pas fait. Mais c'est là où je regrettais vraiment de ne pas avoir écouté mon prof d'anglais quand j'avais 20 ans. Et avec toute cette carrière, 40 ans de carrière que vous avez pu évoluer dans la société, dans l'économie, les politiques, les lois, est-ce que vous pensez finalement qu'aujourd'hui, il est plus difficile d'entreprendre qu'il y a 20 ans? Mais il faut vouloir, il faut savoir ce qu'on veut faire, il ne faut pas faire d'erreur, il ne faut pas se laisser berner, et il faut savoir entreprendre. Moi je dis qu'il n'y a pas de talent d'économie en France. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a énormément de talent, un Français qui a énormément de talent, qui ne réussit pas, je n'y crois pas. Mais je n'y crois pas, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans la chanson, que ce soit dans la charcuterie, que ce soit dans la boulangerie, que ce soit dans n'importe quoi, on a du talent, on réussit. On n'a pas de talent, on réussit. Le seul problème, c'est que on peut penser, je rencontre énormément de gens qui pensent avoir du talent. Et qui disent, bah ouais, toi t'as réussi, moi je vais réussir. Non, il faut bosser, il faut apprendre, il ne faut pas faire d'erreur, il faut rencontrer les bonnes personnes, il ne faut pas attendre que ça tombe cuit. Enfin, mais je dis qu'un bon entrepreneur, il réussira. Je pense que c'est plus facile maintenant. Je me trompe peut-être. Alors par contre, le climat social, le climat
Moi, j'ai passé les meilleures époques, enfin, 68, 70, 72, 75, 80, c'était quand même autre chose que maintenant, mais là, il y a peut-être du souci à se faire là-dessus, et pour entreprendre, ne partez pas comme certains partent dans les autres pays, parce que la France, moi je vois, je parle d'hôtellerie, mais quand je cherche du personnel, on a quand même, au mois de la foot, j'ai 30 personnes qui bossent, et à Blois, j'en ai 40, on n'arrive pas à trouver de personnel, je vous assure. Et que ça va de la lingère au maître d'hôtel, on ne trouve pas de gens. Alors moi, on me dit, il y a 5 millions de chômeurs, et je ne trouve pas de personnel. Alors on trouve un gestionnaire, un réceptionniste, c'est assez incroyable. Mais je dis toujours, je vais finir là-dessus, que moi, si j'étais rentré coursier, quand j'ai créé Glem, j'avais, en 82, j'avais 26 ans. J'avais pas un rond, j'ai créé ma société, je chantais chez Claude François, j'avais 20 000 francs à l'époque, on m'a dit il faut 20 000 francs pour monter une société. Je dis ouais, mais moi j'ai pas d'argent pour manger. Tu mangerais pour 20 000 francs. Et j'ai produit Michel Leb, j'ai produit des choses. Et là, j'ai ramé, mais j'ai entrepris, j'ai cherché, j'ai travaillé, j'ai bossé, et j'y suis arrivé. Il faut bien se mettre dans la tête que travailler, mais ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. C'est très important, c'est très très important. Vous parliez du nombre d'acteurs, tout à l'heure, vous avez un exemple sans radio actuellement. Vous, avec votre production, comment vous avez vécu cette concurrence? Quelle était votre stratégie? Parce que justement, aujourd'hui, beaucoup plus d'acteurs, beaucoup plus de concurrence, beaucoup plus de difficultés pour maîtriser sa stratégie, arriver à cet objectif. Comment vous avez fonctionné? Il y en a plus maintenant? Attends, je ne comprends pas la question. Je veux dire, aujourd'hui, avec la diversité et le nombre d'acteurs présents sur le marché, beaucoup plus de radios, beaucoup plus de sociétés en concurrence, quelle a été votre stratégie pour réussir justement? J'ai frappé aux portes, je me suis fait retoquer de partout. J'avais le projet de Sacré Soirée qui n'était pas Sacré Soirée à l'époque, mais j'avais une idée, j'avais appelé l'auto-chanson, j'ai proposé de partout, je me suis fait. En réalité, moi, en vite fait, je dois ma carrière à la gauche. Parce que avant 81, c'était complètement bouché. C'est-à-dire qu'on arrivait, il y avait un clan, tout était. Et quand la gauche est arrivée en 81, ils ont viré toute la droite. Et comme ils ont viré tous les gars de télé, la porte s'est ouverte d'un coup, et ils ont mis 2-3 personnes pas très bonnes à la tête de la télévision, et ça s'est planté. Si vous réfléchissez bien, je me rappelle, Michel Fugain, il avait une émission à sa femme et tout ça. Ils avaient mis quelques amis socialistes, et ça s'est planté. Et là, d'un seul coup, j'ai vu la porte s'ouvrir, et je me suis dit, tiens, vas-y, fonce. Et là, 82, j'ai commencé à 82 à faire de la télé, et on m'a donné une émission à 19h, je faisais tout petit, ça s'appelait Variétoscope, avec un robot. J'avais 19h, j'avais l'Access Prime Time, j'avais jamais fait de télé de ma vie. Ensuite, je m'occupais d'un groupe que vous connaissez qui s'appelait Les Charlots, qui étaient vraiment des Charlots. Et j'arrive à France 2, je dis tiens, on pourrait peut-être faire une émission. Michel Drucker, pas encore de chance. Michel Drucker prend une année sabbatique le samedi soir avec Champs-Élysées. On dit mais pourquoi vous ne feriez pas une émission de samedi soir avec les Charlots? Je me retrouve producteur d'une émission en direct sur France 2 à 20h30 avec les Charlots. Mais c'est presque incroyable. Et ça marche. Voilà. Donc, mais avant ça, j'ai ramé avec Michel Leb, parce que, alors Michel Leb, pour vous, ça ne veut rien dire, c'est un acteur peut-être. Moi, c'était un artiste Z que j'ai réussi à monter. J'ai travaillé avec lui, on faisait 265 galas par an. J'ai commencé la télé avec lui. Et voilà, je suis arrivé, mais encore une fois, je m'excuse de le répéter, mais en ramant. Donc, voilà, il faut ramer. Vous avez une gamme d'activités tout à fait large. On parlait tout à l'heure d'une journée de travail, c'est passé de la télé au théâtre à la télévision. On a évoqué tout à l'heure, est-ce que pour vous, lorsque les experts parlent de nécessité de spécialisation, alors que vous êtes sur une stratégie de diversification, vous pensez que c'est un mauvais choix ou un bon choix finalement? Alors pourquoi je ne me suis pas diversifié, j'ai pas ouvert une bijouterie, j'ai pas vendu des jeans. C'est-à-dire que quand j'ai fait, c'est le spectacle, j'ai produit la musique, j'ai du théâtre, du cinéma, ça avait tout. Mais je me suis diversifié, ça c'est assez important, j'aurais pu faire que de la télé, avec l'argent de la télé. J'ai gagné beaucoup d'argent quand je dis jeune. Ma société, c'est attention, c'est un contrôleur fiscal.
avec Glenn, j'avais, pour vous donner une idée, je faisais sacrée soirée le mercredi, le mardi je faisais sciemment mardi, le mercredi je faisais sacrée soirée, le jeudi j'arrivais toujours à placer un truc, le dimanche je faisais Disney Parade, donc l'argent quand même ça rentrait, c'est une époque aussi où on faisait 20 à 30% de marge, c'est plus la même époque maintenant. Mais cet argent, je ne me suis pas acheté un yacht et une maison de campagne, c'est là où je l'ai mis dans le cinéma, dans la radio, dans le théâtre, des fois avec du bonheur et puis des fois avec du malheur. Je disais tout à l'heure, le film j'ai produit tous les films de Pierre Salvadori, le premier Cible Mouvant, le deuxième Les Apprentis, le troisième Comme elle respire, et quand je produisais avec Comme elle respire, j'étais en train de produire Alliage. Alliage qui a cartonné, j'ai vendu 5 millions de disques avec Alliage. Et Pierre Salvadori, je me rappelle toujours, Catherine me dit, t'as pas honte quand même de produire une merde pareil. Je dis oui, seulement la merde, c'est elle qui est en train de payer ton film. Voilà, je prenais l'argent là, je le mettais là. Et je m'éclatais à faire des choses plus pointues avec l'argent que je prenais en faisant des choses plus faciles. Plus faciles, qui paraissent plus faciles. Je veux dire qu'il est beaucoup plus difficile de faire des choses. Je vais essayer d'être clair. Il est beaucoup plus facile. Non, mais il est beaucoup plus difficile de fabriquer des choses qui paraissent faciles. C'est-à-dire, je dis toujours, quand vous rentrez dans un restaurant, vous dites ah, tiens, c'est le producteur d'Apostrophe ou de Bouillon de Culture, ça fait bien. Parce que, mais le producteur de Bouillon de Culture ou d'Apostrophe, il s'agit d'avoir un bon animateur, d'avoir 2 chaises, 4 projecteurs, et d'inviter des auteurs. Faire Sacrée Soirée, faire Interville, faire Ciel non mardi, c'est peut-être moins valorisant, mais je peux vous dire que c'est beaucoup plus difficile. Ça, je le confirme. Donc voilà. Mais des fois, je me disais, quand même, tu fais des trucs faciles, il faut que tu ailles vers les difficultés. Et c'est là que j'ai fait mes rencontres formidables avec Béjar, j'ai fait mes rencontres formidables avec le Mine Marceau. J'ai connu des gens. Qu'est-ce que vous pouvez dire, donner comme conseil aux étudiants aujourd'hui sur la façon de diriger une entreprise? Comment réussir? Quelles sont les clés? Je ne sais pas. Non, mais je veux dire, je ne sais pas. C'est couillon ce que je dis. Depuis une demi-heure, je dis qu'il faut. Je fais le coup des 5. Les rencontres. Voilà, les rencontres. Il faut frapper au bon endroit. Je fais le coup des 5 doigts que j'ai fait tout à l'heure. Le coup des 5 doigts, c'est. Je le fais, alors quand je fais ça fait 12 ans que je fais des masters, et à chaque fois je me répète, et à chaque fois le Damien me dit faites le coup des 5 doigts. Alors je vais vous faire le coup des 5 doigts. C'est vous. Le micro, c'est vous. Vous allez dans une soirée. Il y a dans cette soirée 5 personnes importantes. Il y a celui-là, qui est champouineur chez Franck Provost, et qui dit qu'il est producteur. Il y a lui qui est coiffeur. Je ne dénigre pas les coiffeurs. Il y a lui qui est coiffeur et qui dit qu'il est copain avec Étienne Goujotte ou avec Klaus Kolby. Il y a lui qui commence à être intéressant parce qu'il a une vraie place. Il y a lui qui est un grand, très grand, et il y a lui qui est un vrai patron. Si vous êtes un peu couillon, vous allez sur lequel? Sur celui-là. Parce que celui-là, il n'arrête pas de parler. Celui-là, il raconte sa vie, il dit que oh là, je suis crevé, j'étais avec Alain hier. Là, demain, j'ai un qui veut me voir, des cardieux. Catherine m'a encore appelé hier, de 9. Lui, connaît tout le monde, mais lui, il se tait. Lui, il se tait. Lui, il se tait presque. Et l'imbécile, il va direct à celui-là, parce que celui-là, il parle beaucoup. L'intelligence, c'est d'aller sur celui-là et sur celui-là. Voilà. Et c'est ça les rencontres. C'est de savoir aller vers les bons. Et alors, il y en a peut-être qui disent, c'est pas entreprendre, c'est ça. Parce qu'entreprendre, je parle pas latin, mais je pense qu'entreprendre, pour moi, une entreprise, c'est un rassemblement, c'est une rencontre, c'est des gens. Donc il faut, je disais tout à l'heure, chez Glenn, je serais rentré, alors c'est là où j'ai fait une grande parenthèse, quand j'ai créé Glenn en 82 avec pas d'argent, j'ai quand même fait un petit empire, à mon niveau, mais je serais rentré, moi, coursier, à l'époque, dans une société comme Glenn, j'aurais fini patron. Je suis certain de ça, je suis certain.
La preuve, c'est que ma standardiste, Sophie Benoît-Barnet, je peux citer son nom, elle est rentrée comme standardiste, ensuite elle est rentrée comme elle tapait des lettres, après elle est tombée assistante de production, après elle était productrice, et elle a fini, elle est productrice maintenant. Donc, il faut... Mais elle n'est pas rentrée comme productrice. Voilà. Alors, vous avez un bagage qui est beaucoup plus important, mais parfois le bagage ne suffit pas. Il y a le côté bagage et il y a le côté entreprise. Je veux dire, la personnalité, comment dire, sans dire de bêtises et sans vexer, le charisme est suffisant. Moi, j'ai rencontré des gens très intelligents et sans charisme. Introvertis, là, il faut être extraverti, il faut aller vers les autres, il faut l'entreprise, c'est d'aller vers les gens, c'est de rencontrer les gens, c'est d'avoir son bureau ouvert tout le temps, c'est de ne pas s'enfermer, c'est très important. C'est la rencontre et la rencontre. Je vous assure que c'est très important. Donc quelqu'un qui rentre dans mon bureau, je peux vous jurer que je sais si... J'allais dire quand je me trompe bien. Mais quand il rentre, je sais si je vais embaucher ou pas l'embaucher. La façon dont il marche, la façon dont il parle, la façon dont il se tient, la façon dont il... Moi, je crois que si Claude François m'a embauché, c'est parce que le jour il m'a dit combien tu veux gagner, j'ai répondu rien. Parce que je ne valais rien. Ça dû lui plaire. Mais il m'a embauché, c'était un vendredi après-midi, et le lundi, j'étais dans son bureau, et je peux vous dire qu'au bout de 3 mois, il m'a payé. Et au bout de 6 mois, il m'a bien payé. Et au bout d'1 an, il m'a encore mieux payé. Et au bout de 3 ans, il m'a encore mieux payé. Mais au départ, il ne m'a pas payé. Moi, je suis d'une génération, j'étais cuisinier, j'étais 14e de brigade au Lucas Carton. Je montais les quenelles, les brochets au pilon à l'époque. Ah ouais. Je gagnais rien et je payais presque pour mon apprentissage. C'est une époque où un apprenti photographe, pour être avec un excellent photographe, payait le photographe pour faire son apprentissage. Le problème maintenant aussi, c'est qu'on veut apprendre et être payé cher. Il faut faire des choix. Moi je dirais faites des choix. J'espère pas dire de bêtises. Dites-moi, faites pas des signes, j'ai aidé pour comprendre. J'espère que c'est ce que vous dites aussi, parce que je suis mal pas. Quel est votre conseil pour les jeunes qui veulent entreprendre aujourd'hui? Je vous dis, je sais pas, attends, c'est 2 fois la même question. Je recommence. De façon générale. Mais je n'ai aucun conseil. Faire des études, bosser, mais rencontrer, aller frapper aux portes, aller voir. Comment dire, moi si j'ai un bac plus 3, je sais exactement ce que je veux faire. Je vais dire par exemple, je vais rentrer à Canal. Je veux rentrer à Canal parce que c'est Canal où il faut aller, Canal+, etc. Et là, je vous jure que je rentrerai à Canal. Je vous le jure. Parce que je mettrai peut-être 3 ans, mais je rentrerai à Canal. Parce que si entre-temps, je rentre dans des petites boîtes de merde qui vont me perdre, peut-être que les gens de Canal vont me rencontrer, vont m'excluer, et pas très bon. Je préfère je rentrerai à Canal parce que je veux rentrer à Canal. C'est tout. Pour entreprendre, faut y aller. C'est le seul conseil que je peux donner. On va laisser la parole au public maintenant. Comment ça va se passer le micro, vous levez la main, on passera le micro pour poser vos questions. Je m'appelle Philippe Servat, je m'occupe d'une association à Cannes qui s'appelle Cultura et qui, depuis une dizaine d'années, présente des artistes. Pour ce qui me concerne, je m'occupe des artistes musiciens et chanteurs, et je suis étonné de découvrir le nombre vraiment très important des gens qui ont beaucoup de talent et qui ne sont pas connus. Et les artistes musiciens et chanteurs qu'on présente dans cette association, je vous assure qu'ils valent largement certains qu'on voit régulièrement à la télé. Et la question que je me pose, vous qui disiez tout à l'heure que quand vous avez commencé votre carrière, il y avait un petit peu une situation de bouchage, il n'y avait pas de débouchés, en fait, c'était toujours les mêmes qui trustaient les postes. Je me rends compte que dans le domaine artistique, on a un petit peu la même impression. Ce sont toujours les mêmes artistes, finalement, qui tournent en boucle sur les différentes chaînes de télévision et dans les radios. Est-ce que vous pensez que, grâce à cette multiplication des médias, on va enfin pouvoir donner au public la possibilité de découvrir les artistes locaux? Ben, je vais vous répondre non. Ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais le problème de la... Vous savez, dans les années...
vous n'avez pas 20 ans, donc je connaissais à peu près, je ne dis pas non plus que vous connaissez les années 50, mais dans les années 50, il n'y avait pas la télé et les gens se faisaient par la scène. Bon. Ensuite, la télévision est arrivée. Donc la télévision les a aidés énormément. Pour les bons et les mauvais, hein, parce qu'il y a beaucoup de mauvais qui sont devenus bons parce qu'ils sont passés à la télé et qui ont disparu. Les bons sont restés. Maintenant, la télévision, elle redevient un peu n'importe quoi. Donc, comme elle redevient n'importe quoi, et qu'elle va mourir, parce que la télé va mourir, moi je vous l'annonce, je suis certain, pas demain, en 5 ans, 10 ans. Qu'est-ce qui se passe? Regardez bien, la scène, tous ces artistes refont énormément de scènes, parce qu'ils ne passent pas à la télévision. Parce que si je devais faire, je vais prendre, encore une fois, je ne veux pas tous être producteur télé ici, mais on parle 2 secondes. Quand je faisais vraiment dans les années 90, lundi, émission de Michel Drucker, Champs-Élysées, toujours une émission à la Drucker, toujours la même. Hein. Bonjour, comment ça va? Tu chantes? Voilà. Mardi, il n'y a pas de variété. Mercredi, sacrée soirée. Jeudi, un spécial organe, moi machin, il y avait toujours 5-6 variétés. Le vendredi, Patrick Sabatier. Le samedi, Patrick Sébastien. Le dimanche, Jacques Martin. Si vous faites le calcul, à 10 chansons, moi j'en mettais 14 à peu près, disons, allez, 10 chansons, multiplié par 6, ça fait 60 titres dans la semaine. Là maintenant, vous me diriez, fais sacrée soirée, mets-moi 14 titres, là maintenant. Qu'est-ce que je mets? Je mets Alain Souchon, je mets Marc Lavoine, parce que vous allez me dire, mais non, il y a un tel, mais non, mais ils n'intéressent personne. Parce que les jeunes, c'est des niches. Avant, je disais tout à l'heure, on s'est parlé avant, mais je me répète, moi, la télévision, c'était la télévision canapé, c'est-à-dire que les jeunes qui ont 20 ans, là, je pense qu'ils ont connu cette télé quand ils avaient 5, 6 ans, 7 ans, ils regardaient la télé, peut-être Sacrée Soirée, peut-être les émissions comme ça, avec papa, avec leur petit frère, avec leur père, avec leur mère, les grands-parents, et ils disaient, tiens, on se met devant la télé. Maintenant, c'est fini. Maintenant, il y a le papa, il est dans la chambre, il est dans son bureau, il fait un truc, la mère, elle fait un autre truc, la fille, elle est dans sa chambre, et le garçon est sur son ordi. Donc, quand vous devez faire une émission de télé, pensez à ça. Moi, je savais qui avait sur le canapé, donc je savais exactement où je mettais. Moi, je pouvais vous mettre les Bee Gees derrière avec les Turner. Ça ne me gênait pas, parce que je savais que je m'adressais à mon neveu. Je disais toujours, vous savez, je faisais un mur de post-it avec des couleurs. Il y en avait pour mon neveu, pour ma mère, pour ma soeur, pour la grand-mère. Et si je voyais trop de jaune, par exemple, pour mon neveu, je disais non, mettez-moi. Donc, mon neveu, il savait qu'il avait un truc qui ne l'intéressait pas, puis juste derrière, il savait qu'il allait avoir un truc qui l'intéresse. Maintenant, ils sont fous comme de l'an 40. Maintenant, il regarde son ordi, il achète des chansons, etc. Donc, il y a, en 2004, Étienne Mouget, avant que je parte, m'a dit qu'il faut faire un sacré soirée. On en a fait 2. Un qui a très bien marché parce que c'était un best-of, et j'en ai fait un la semaine, un mois après, je lui ai dit, ouais, mais je veux que des jeunes chanteurs. Puis d'un seul coup, on fait la programmation. Je me suis retrouvé avec John Hallyday, Marc Lavoine, Mimi Mati, attendez, c'est pas fini, Lynn Renaud, et la seule jeune que j'ai trouvée à l'époque, c'était Jennifer qui sortait de la star. J'étais incapable de mettre un chanteur. Alors vous allez me dire, oui, il y a, je sais pas, tout de suite, je vais en citer un, mais il n'intéresse personne. Donc c'est là le problème, c'est que, alors il faut reparler de l'industrie du disque, il faut parler de tout ça. L'industrie du disque, c'est fini, le disque, maintenant ils n'achètent plus un disque. Et avant, on faisait une pochette, on allait chez le disquaire, on devait écouter, c'est fini maintenant, l'ordi. Donc la télé, maintenant, un corbillard passe, c'est un téléspectateur qui s'en va. Ça, alors là, je vous l'écris. C'est la télé, on la regarde ensemble pour un match de foot, peut-être pour The Voice, peut-être. Et je serais curieux de savoir, là, s'il y en a un qui peut me répondre, la dernière fois qu'il a regardé la télé en famille. Voilà, on a la réponse. Alors, vos musiciens de talent, vos gens de talent, la seule chose qu'il faut qu'ils fassent, des concerts, ils vont faire un concert devant 10 personnes. Je parlais à Laurent Gérard, avec qui j'ai passé le week-end, c'est un ami, et il me racontait un truc, c'est que moi j'ai envoyé balader il y a. Il m'a dit, tu te rappelles que quand même je suis venu avec une cassette de Lyon et tu m'as envoyé chier en me disant que c'était pas bon. Et il m'a dit, tu avais raison, parce que c'était pas bon. Mais qu'est-ce qu'il a fait après? Il dit, j'ai fait un concert avec 20 chaises devant, 25 chaises, le week-end d'après, 40 chaises, 50 chaises, 60 chaises, et puis, ouf, c'est parti, puis voilà. Donc, ils vont faire un concert devant 20 personnes, 30 personnes, puis un jour, je leur souhaite de faire devant
devant 3000 personnes. Mais c'est quand même important. S'ils ont du talent, pour vous, ils ont du talent, ils n'en ont peut-être pas. Non, mais c'est important. Moi, je chante des choses, des fois, je dis c'est formidable. Tout le monde va me dire que c'est très bien. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment du talent? S'ils ont du talent, je peux vous dire qu'ils y arriveront. Par la scène, pas par la télé. Parce que la télé, jamais on les trouvera. 10 ans pour être connu. 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Alors là-dessus, on dit oui, mais regardez la télé-réalité, ils sont connus tout de suite. Ouais, la télé-réalité, Nabila. Bon, mais le résultat, il n'est pas là. Mais je prends quelqu'un comme Jennifer, qui a été connu du jour au lendemain par Starac, Nolwenn, tout de suite, du jour au lendemain, il lui a fallu 10 ans pour réussir. Jennifer, ça a mis 10 ans. Ça a mis 10 ans pour devenir Jennifer. Nolwenn, ça a mis 10 ans pour devenir Nolwenn. Alors bien sûr qu'on l'a connu du jour au lendemain, mais pour réussir du jour au lendemain, elle a mis 10 ans. Vous dites que... Est-ce que vous pensez que les 10 ans en fait, de travail, d'acharnement, c'est encore valable pour pouvoir percer dans ce milieu des médias, ou s'il faut tout simplement être là au bon endroit au bon moment? Les 10 ans, il faut avoir du talent. Parce que le rapport à Médisa a aussi rapport. Hein. Non mais ça n'a rien à voir. Il faut le talent, il faut savoir ce qu'on a envie de faire. Peut-être qu'elle a une idée, parce que moi je l'ai découverte, de rien, elle est j'allais dire intelligente. Elle est maligne. Vous savez, moi je connais très bien Johnny Hallyday, c'est un garçon formidable, pas intelligent du tout, mais très malin. C'est-à-dire il a l'instinct sauvage, l'instinct de savoir exactement ce qu'il faut faire au bon moment. Il est pas malin, il n'est pas intelligent, il est malin. Moi, je n'ai aucune instruction, mais je pense être malin. Je pense qu'il faut être malin. Et quand on est malin et qu'on sait ce qu'on veut faire, je ne vois pas comment on ne peut pas y arriver. Alors, je ne comprends pas. Moi, et là, à chaque fois que je fais des conférences comme ça, moi, c'est des masters où ils sont une trentaine. Et je leur dis toujours, c'est dur. Et je leur dis, vous voyez, sur les 30, là, vous êtes combien? Sur les 150. Bon, sur 150, alors sur 30, je dis 3. Sur les 150, allez, vous avez 10 à vraiment réussir. Et quand je dis réussir, réussir. Ne croyez pas que vous allez tous réussir, parce que c'est une catastrophe. Ben oui, parce que c'est une catastrophe pour votre voisin. Si tout le monde se met à réussir ici, je parle de réussite, hein, je ne parle pas d'avoir un bon métier, je parle de réussite. Si vous réussissez tous, ça vous êtes fort. Il faut quand même quelques-uns qui ne réussissent pas vraiment. Donc il y en a 10, 15 ici qui vont réussir un maximum. Et bien, qui ce sera? C'est les plus malins, c'est ceux qui savent bien parler, c'est ceux qui bossent, et c'est ceux qui se posent pas de questions, et c'est ceux qui ne coupent pas, comme mademoiselle, tout l'entourage qui... Il y a certainement très bons conseils dans ce qu'on dit. Il faut de temps en temps, comme dans l'Académie des Neufs, mettre des barres dans les 9 conseils qu'on vous donne, il faut garder le meilleur. Il faut mettre des barres dans les mauvais, garder les bons, en prendre un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Mais c'est vous, c'est votre vie. Moi je dis toujours, un chanteur ou un artiste ou un comédien à qui on dit tiens il faut que tu fasses ça comme ça, tout ça, je réfléchis bien. Parce que la personne qui te dit il faut faire ça comme ça, elle s'en fout. Parce qu'elle voit son intérêt. Toi, c'est ta vie. Ta vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Réfléchis pour toi, ne réfléchis pas avec les autres, ne réfléchis pas pour les autres. Réfléchis pour toi. Si tu réfléchis pour toi, on n'a pas dans ce métier, on n'a pas de vie. Moi, j'ai connu, et vous savez, les chanteurs, ils ont tous des très bons copains. Et ce sont leurs pires ennemis, leurs meilleurs copains. Parce que le copain, il est jaloux. Le copain qui voit son pote réussir, moi je les vois, hein. Ils sont toujours potes, mais putain, si ça pouvait pas, parce que regarde ce con, il a la bagnole et tout, moi je suis à la ramon. Et c'est formidable, c'est mon pote. Et ça, c'est celui-là qui donne les conseils, c'est votre meilleur ami qui vous donnera. Mais c'est vrai, parce qu'il vous aime, elle vous aime, et tout ça, mais moi j'ai travaillé avec des couples artistes, j'ai travaillé avec un chanteur, Florent Pagny, Vanessa Paradis, je les ai produits tous les deux. Ils s'entretuent tout en s'aimant énormément. Mais ils sont jaloux de l'un de l'autre, mais vous ne pouvez même pas savoir la jalousie qu'il a. Parce que c'est de l'amour jaloux. Donc moi, mon père a été jaloux de moi pendant... mon père, il vient de coiffeur, petit coiffeur. Il n'avait pas son permis, j'avais mon permis à 18 ans. J'avais mon père qui venait, qui était jaloux de moi. Donc je n'écoutais pas mon père, parce qu'il pouvait me donner de très mauvais conseils. Moi, le jour où je suis parti de
à 20 ans, j'étais serveur dans les wagons-restaurants. Le jour où j'ai quitté pour faire une tournée de musiciens, comme le monsieur, là, j'étais artiste, la tournée de 3 mois, elle a duré 3 jours, au bout de 3 jours, je me suis fait la merde. Et le jour où j'ai dit à mon père que je quittais les wagons-restaurants à 20 ans, il m'a dit, je te fous dehors, parce que tu vas perdre ta retraite. 20 ans. 20 ans. Tu te rends compte, ta retraite à la SNCF, dans les wagons-lits, tout ça. Oui, mais c'est mon père. Et je ne l'ai pas écouté. Je me suis tiré, on a été fâchés 5 ans, 6 ans. Maman, il dit, c'est mon fils. Ouais, non, mais c'est super important. Écoutez-vous, vous, écoutez celui-là, là, le pouce, puis celui-là à la rigueur, et vous. Voilà, écoutez personne d'autre. Moi, je vous conseille. Non, mais c'est vraiment, je vous demande d'être passionné. Passionné par ce que vous faites. Même si c'est un petit boulot, soyez passionné. Il n'y a rien de pire que le boulot sans passion. Je pense à ces gens qui bossent dans les usines, des machins, qui n'ont aucune envie de faire ce qu'ils font, et qui rament et qui savent qu'ils vont faire ça jusqu'à 65 balais. Faites un petit métier, mais faites-le avec passion. La passion, la passion, la passion, la passion, la passion. Sur cette parole, nous allons clôturer cette conférence. J'ai un grand merci. Non, mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.